Vous qui avez vécu la stabilité politique de la Ve République, qu'est-ce que vous pensez du moment qu'on est en train de vivre avec ces majorités brinque-ballantes, avec ce système qu'on sent à l'agonie? Non, moi je l'ai dit avant, il n'y a pas de majorité. Certes. Ouais. Après la dissolution, il n'y a aucun des trois groupes, si on raisonne en termes de trois groupes, n'a vraiment la majorité. Donc le président, ce n'est pas des raisons de psychologie. Hein. Non. Donc il est obligé de chercher une situation forcément déséquilibrée. Donc il n'y a pas de solution pour l'instant. Il n'y a pas de solution immédiate au sens traditionnel, classique, avec des majorités claires et nettes, des dissolutions qui ont toutes donné, sauf celle de 97, grâce à laquelle j'étais devenu ministre. Exactement. Qui ont toutes donné des majorités claires, mais ce n'est pas le cas. Donc le président n'a pas eu une majorité claire après sa réélection, il est président quand même, hein, et encore moins la fois suivante. Donc il est obligé de chercher... Après, il dépend du jeu des uns et des autres, donc on revient à une sorte de jeu des partis, voilà. Il n'y a pas de solution miracle, vous n'en avez pas en fait. Donc ne portez pas de jugement sur la... Imaginez-vous que c'est très difficile comme job. Hein. C'est vrai. Ouais. Après, en même temps, voilà, chacun choisit son chemin. Vous avez été ministre des Affaires étrangères de 97 à 2002, hein, c'est ça? Oui. Avec évidemment tous les grands sujets internationaux à votre charge. La troisième cohabitation, Chirac-Jospin. C'est ça, exactement, Premier ministre Lionel Jospin. Est-ce que aujourd'hui, dans tous les problèmes qui nous assaillent, lequel est le plus important, le plus grave à vos yeux? C'est ce que la menace qui vient de la Russie par rapport à l'Ukraine, de l'Asie, de la Syrie, ce qui se passe en ce moment même? Dans la vraie hiérarchie des sujets, la vraie menace mondiale, c'est le compte à rebours écologique. En vrai, c'est beaucoup plus grave que tout. Bon, mais je ne vais pas développer ça. Après, dans le monde réel, géopolitique, les Occidentaux n'ont plus le monopole de la puissance. Ils n'arrivent pas à s'habituer à ça. L'Amérique dit non, c'est pas vrai, on est numéro un. Et les Européens, ils ont cru dans la communauté internationale, etc., etc. Bon, donc le choc est très rude, notamment pour les Européens. Alors après, dans la conjoncture actuelle, l'impact énorme, c'est celui de Trump. Et ce que va faire Trump, avec quelques pays qui s'en réjouissent, d'autres qui s'en inquiètent, mais on va voir dans les prochaines semaines si les Européens, parce qu'on pense un peu aux Européens, je ne dis pas l'Europe au singulier, parce qu'on ne sait pas trop de qui on parle dans ce cas-là, est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels ils vont réussir à maintenir leur homogénéité? En théorie, sur le commerce, il y a des compétences que le traité donne à la Commission. On voit l'affaire du Mercosur, c'est pas si simple. Et les autres domaines, il n'y a pas d'unité européenne en matière de défense et de sécurité. L'Union n'a pas de compétences. Donc il s'agit des Européens de l'Alliance. Alors quels sont les domaines où les Européens vont maintenir leur unité et les domaines où ils vont réussir ou non à la construire? C'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. Et Trump peut nous désintégrer ou au contraire... À votre avis? C'est pas joué. On est sur le fil du rasoir, là. Il est à la une de deux hebdomadaires, le JD News et Paris Match, à qui il a donné une petite interview sur Notre-Dame de Paris. Sa présence était extrêmement symbolique. Il a fait de la diplomatie. Les journaux mélangent les différents domaines. En matière commerciale, on sait qu'il veut faire la guerre. Bon, à tout le monde. Alors, tout le monde est un peu protectionniste, mais lui, il veut y aller à fond. Donc, comment les Européens vont réagir à la guerre commerciale? Comment la Chine va réagir? Est-ce que la réaction chinoise va s'ajouter au problème des Européens? Comment ils vont faire? Et là, c'est l'Allemagne qui est la plus gênée. Parce qu'elle a déjà perdu le gaz russe au marché. Si elle perdait le marché chinois, c'est vraiment en danger. Donc il y a des élections en Allemagne fin février. Les autres domaines, sécurité, genre Ukraine et après, et l'OTAN, ça c'est différent. C'est pas l'Union européenne, ça. C'est les alliés européens. Donc on ne sait pas ce que va donner les coups de boutoir de Trump. Mais je le redis, il peut complètement nous terrasser, ou leur faire naître une réaction européenne qu'on n'a pas vue depuis des dizaines d'années. Salvatrice, une réaction européenne dans l'Europe de la défense, Hubert Védrine? Les autres Européens ne veulent pas d'Europe de la défense. On a bien compris. Ils veulent être protégés par les États-Unis. Si ça ne continue pas, ils vont dire qu'est-ce qu'on fait? Mais là, ce n'est pas les plans européens qui vont s'appliquer. Hein. Il y aura une négociation très compliquée en 2025, dans l'hypothèse qu'on va faire le pôle européen de l'Alliance Atlantique, entre la France, l'Allemagne, la Pologne, l'Italie, la Suède et la Grande-Bretagne. Parce qu'on ne parle pas de l'Union, là. On parle pas de l'Union. Alors, comment ça va tourner, j'en sais rien, mais je distingue quand même, pour la compréhension des gens, les deux domaines. En matière commerciale, il faut maintenir notre unité par rapport aux États-Unis et à la Chine. C'est pas joué, mais c'est pas impossible. En matière d'élaboration d'une position commune en matière de sécurité, d'abord, ça va dépendre de la façon dont Trump va geler l'affaire d'Ukraine. Est-ce qu'il peut régler le problème ukrainien en 24 heures, comme il le dit? Non. Dès son investiture, le 20 janvier? Il peut dire en 24 heures à Zelensky, il faut s'arrêter. Il ne peut pas faire que ça.
Il lui a sans doute dit à Paris, d'ailleurs. Il a dû le dire. L'autre le sait, d'ailleurs. Il a pris les devants. Vous voyez, disons, Zelensky n'est pas le plus maximaliste des Ukrainiens. Il avait négocié la première année, en fait. Alors, mais même Trump, avec la brutalité terrifiante qu'on lui connaît, il ne peut pas se borner à dire « j'arrête de soutenir l'Ukraine ». Ce n'est pas possible. D'abord, il y a d'énormes lobbies Europe de l'Est aux États-Unis. Et s'il ne dit rien face à Poutine, les Chinois vont dire qu'il n'arrive même pas à contenir Poutine. Donc, il pense à la Chine, comme Biden, comme Obama. Donc, moi, je n'en sais rien, mais je m'attends à ce qu'il y ait pas uniquement le coup de fil les premières 24 heures, mais quand même des garanties, c'est-à-dire des menaces. Alors, qu'est-ce qu'il peut dire à Poutine sans le menaçant, sans comptant en disant on peut lever les sanctions à condition que, mais les cartes sont entre les mains de Trump, en fait. Parce que les Européens ne pourront pas, même ceux qui vont dénoncer le nouveau Munich toute la journée, bon, les Européens ne peuvent pas s'y substituer complètement. Ça, c'est pour bientôt. Hein. C'est là, le 20 janvier. Prochaine semaine, en tout cas. Une question d'Alexandre Devecchio. Peut-être sur la Syrie, effectivement, on présente beaucoup les rebelles comme des islamismes modérés, en quelque sorte. Est-ce que ça existe vraiment ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'un nouveau régime islamiste, djihadiste, peut-être comme en Afghanistan, peut-être pas aussi extrême, mais tout de même ? Alors, qu'est-ce que ça change pour nous ? Quasiment rien, en réalité. Même si Syrie, Liban, au point de vue affect... La Libye, par exemple, ça n'a pas été... C'est pas un régime islamiste, mais c'est un chaos son nom. Mais l'inverse. La Libye, ça avait alimenté le chaos dans l'ensemble du Sahel, qui est grand comme l'Europe. Mais dans l'affaire de Syrie, l'impact sur nous, c'est éventuellement une reprise de terrorisme, peut-être, ou de l'immigration, peut-être. Mais c'est plutôt l'inverse, là. Il y a plein de Syriens au Liban qui repartent en Syrie. Bon, après, j'en sais rien, je suis comme vous, moi. Moi, je donnerais, disons, le bénéfice du doute au régime. De toute façon, le régime d'Assad était tellement cruel, tellement répressif qu'on ne peut pas dire on n'est pas sûr de la suite. Donc ça, c'est quand même mieux. Bon. Puis la Syrie, c'est pas l'Afghanistan. C'est comme un vrai pays, une vraie histoire. Enfin, l'Afghanistan aussi, mais c'est pas la même histoire. Après, le leader qui apparaît maintenant a quand même rompu avec Daesh il y a une dizaine d'années. Il a l'air plus nationaliste qu'internationaliste. Donc s'il est nationaliste syrien, il ne va pas re-rentrer dans le jeu Iran-Hezbollah. Donc du coup, l'autoroute est coupée entre Iran et Hezbollah. C'est pas mauvais pour la région. Même si le problème dans la région, c'est l'absence d'État palestinien. C'est ça le cancer primitif. Bon. Donc ça peut tourner, peut-être pas si mal, mais on ne peut pas non plus naïvement applaudir comme certains l'avaient fait au moment des printemps arabes. Oui, là, il y a un peu plus de prudence. Pas d'avance, c'est forcément une dictature islamiste qui va s'installer. Donc je vous dis bénéfice du doute. D'accord, mais en tout cas, on sait qu'il y aura des flux migratoires dans un sens ou dans l'autre. Là, a priori, tous les pays européens gèlent les demandes de droit d'asile pour les Syriens et voire encouragent les Syriens sur leur sol à rentrer chez eux, notamment la Turquie. Ils ne gèlent pas les demandes d'immigration légale. On en a besoin, on ne peut pas s'en passer. Donc il dit simplement ça ne relève plus de droit d'asile. Mais comme les opinions européennes, et notamment françaises, mélangent depuis des années, des décennies, la demande d'immigration et la demande d'asile, ça oblige à clarifier un peu. Est-ce que ce sont les opinions ou est-ce qu'un certain nombre de leaders politiques, de commentateurs médiatiques, d'associations n'ont pas entretenu aussi à dessein la confusion entre le droit d'asile et l'immigration légale et illégale ? D'ailleurs, il y a le terme de migrant qui a un grand... Vous avez la gentillesse de parler de leaders, mais est-ce qu'il y a des leaders dans les démocraties modernes ? Ça, c'est une vaste question. Il y a les réseaux, il y a le... Donc il vaut mieux des dictatures ? Non, mais je vais remarquer que dans les démocraties modernes, il y a plus de followers que de leaders. Oui, c'est ça. Donc, à votre question, la réponse, c'est l'œuf et la poule. Exactement. En tout cas, il faut distinguer. Qu'est-ce qui relève de l'asile, les gens en danger, ce qu'il faut maintenir absolument, et les demandeurs d'immigration. Mais la Syrie, si ça ne tourne pas trop mal, il y aura un enthousiasme syrien. Les gens vont revenir et essayer de jouer le jeu au début. Surtout si ils appliquent ce qu'il est en train de dire comme garantie pour les minorités, notamment religieuses. S'il tient parole, et notamment sur les chrétiens, c'est formidable. Qui pourraient être menacés. Ça ne règle pas la question palestinienne. Bon. D'accord. Mais ça serait bien. Une question de Thomas Bonnet, CNews. Vous avez été ministre des Affaires étrangères à une époque où la voix de la France portait encore beaucoup à l'international. On a l'impression, plus de 20 ans après, que c'est beaucoup moins le cas. Comment vous expliquez le fait qu'on soit moins écouté, moins entendu dans ces crises internationales ? C'est vrai qu'à l'époque de la cohabitation Chirac-Jospin, il y avait un accord entre
Chirac, Jospin et moi, pour qu'on parle à l'unisson. Pas d'une seule voix, parce qu'on est plusieurs. À l'unisson. Bon. Mais depuis, quel est le pays occidental qui arrive à imposer sa volonté à tout le monde? Lequel? Indépendamment de la France. Si l'Amérique était encore l'hyperpuissance que j'avais décrite il y a longtemps, Poutine n'aurait jamais osé attaquer. Et il y a longtemps qu'il y aurait un petit État palestinien cool et gérable. Et Xi Jinping n'oserait pas menacer Taïwan. Donc c'est pas que la France. Après, je ne peux pas nier que dans le tableau général, la France, comme la diplomatie britannique, c'est quoi par exemple? Allemande, italienne, espagnole, etc., etc. Alors comme la France parle haut, elle est considérée comme un peu prétentieuse, c'est peut-être injuste de dire ça, enfin, par les autres en tout cas. Le contraste est plus net. Donc c'est vrai qu'on a moins d'impact. Mais je ne crois pas que ce soit lié à telle ou telle personne. Je crois que c'est lié au décrochage économique. Au bout d'un moment, enfin pendant un moment, c'est pas grave. Au bout d'un moment, quand on arrive à ce taux d'endettement, etc., et l'autre commence à dire, écoutez, mettez d'abord de l'ordre de chez vous. Vous voyez? Donc c'est vrai qu'on n'a plus la capacité à imposer nos trucs, quoi. Mais même avant, c'était un peu des illusions. Regardez, Badinter, immense personnage. Quand on disait la France, patrie des droits de l'homme, pour se faire applaudir, il disait non, on est la patrie de la déclaration. Donc on n'a jamais eu, même avant, de baguette magique pour transformer la Russie en un gros Danemark. Jamais, même avant. Alors peut-être que ça se voit un peu plus maintenant, mais c'est un processus, on va dire, historique. Maintenant, je serais très content qu'on trouve un poids énorme et qu'on puisse faire le plan de paix qui s'applique demain. Mais ça ne vient pas d'il y a 15 jours. Hein. Ça date un peu plus. Merci beaucoup Hubert Védrine d'avoir consacré du temps à nous expliquer la situation comme vous la voyez au niveau international. Merci Thomas Bonnet, Alexandre Devecchio, Geoffroy Lejeune. Et je signale encore une fois le JD News avec Trump à la une, Paris Match, Trump à la une, et à l'heure actuelle, Marine Le Pen à la une. Voilà, bonne soirée à vous sur nos deux antennes. Dans un instant, Pierre de